Bien, on a aujourd'hui le plaisir donc d'accueillir Gilles Cohen-Tanouji, donc X58. Hein. Alors Claude, c'est pas lui, c'est son frère, donc qui a fait l'ENS. Donc dans les familles de pieds noirs, on réussit quand même bien les études. Hein. C'est pas mal. Donc après, donc tu étais donc théoricien à Saclay, hein, pendant très longtemps. Et puis on s'est connus quand on était, je sais pas, il y a 30 ans, quoi, à peu près. Plutôt 40. Oui, quand je faisais ma thèse, quoi. Bon, bref. Et donc, il essayait de comprendre les mesures que l'on faisait. Et donc, après, tu as un peu bifurqué vers la philosophie ou la compréhension des grandes choses. Tu t'es en particulier préoccupé d'essayer de réconcilier les deux grandes théories du XXe siècle, quoi, la relativité et la théorie quantique. Et puis, tu as écrit un grand nombre d'ouvrages, tu as eu plein de prix, je ne vais pas passer vite. Alors, des ouvrages, quelquefois, au titre un peu énigmatique, comme Le boson et le chapeau mexicain. La relation n'est pas complètement triviale, mais tu vas nous l'expliquer. Voilà, donc on te remercie encore. D'accord. Merci. Bien, merci pour cette invitation à venir faire ici un séminaire. Écoutez, je suis bien content de le faire. J'ai peur que le titre que j'ai donné est peut-être un peu rébarbatif, mais enfin, bon, je voudrais vous montrer un peu, vraiment, en toute modestie, des réflexions que j'ai comme retraité qui a beaucoup de temps pour lire la littérature, et surtout avec Archive, vous voyez, vous avez tous les jours, on peut faire son marché et puis retrouver des articles tout à fait intéressants. Et je dois dire qu'actuellement, cette littérature est tout à fait passionnante parce qu'on est dans une période, on a une véritable apogée de la physique. À mon avis, une apogée qui est comparable à celle qui avait marqué au début du XXe siècle, qui avait été au début de la révolution scientifique du XXe siècle. Il me semble qu'on est dans une situation assez analogue, avec peut-être des signes précurseurs d'une nouvelle révolution scientifique de très grande ampleur à venir. Alors, ce que je vais donc essayer de faire, de vous expliquer, c'est une réflexion, une contribution au débat, les débats qui ont toujours marqué, pendant tout le XXe siècle, le problème de la réconciliation de la relativité et des quanta s'est toujours posé, ça a paru extrêmement difficile, mais ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que finalement, ces débats sont bien relancés et on commence à voir peut-être des signes qui font dire que cette réconciliation n'est pas complètement utopique et que peut-être on peut se poser des questions qui sont de véritables questions scientifiques qui vont peut-être trouver bientôt des réponses. Alors, pour commencer, j'ai mis ici une citation d'Einstein, dans laquelle justement il pose ces problèmes. Et en gros, ce qu'il dit dans cette citation, c'est que la réconciliation de la relativité restreinte et de la physique quantique se heurte à des difficultés qu'il qualifie de terrifiantes. Et si on voulait d'autre part faire la réconciliation de la physique quantique avec la relativité générale, alors il dit là on a des difficultés qui s'élèveraient probablement jusqu'au ciel. Alors ça, voilà. Voilà, j'ai ici la référence. Alors j'ai essayé d'avoir pas mal de références de façon à ce que vous puissiez utiliser la présentation pour aller vous renseigner et voir les références. Alors, ce que je disais qu'on est actuellement dans une apogée, c'est-à-dire qu'en fait, l'article que je citais date de 1936, mais fort heureusement, il s'est passé beaucoup de choses depuis 1936, et on a maintenant ce qu'on appelle un modèle standard pour la physique des particules, et on a un modèle standard pour la cosmologie, qui sont deux disciplines qui sont nées comme disciplines scientifiques, qui sont nées au début du XXe siècle. Hein. La physique des particules n'existait pas, la cosmologie était fait plutôt du domaine de la philosophie ou de la mythologie, hein.
Et donc c'est devenu deux disciplines qui maintenant ont des modèles standards, c'est-à-dire des théories de référence extrêmement robustes, extrêmement solides. Et même en plus, maintenant, ces deux théories, on commence à les consolider en quelque sorte pour déboucher sur ce qu'on peut appeler un grand récit de l'univers. Donc on est dans une situation où les problèmes de la réconciliation de la relativité avec les quantas sont des problèmes d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'ils seront facilement résolus, mais ce sont des problèmes qui sont des problèmes scientifiques, tout simplement. Alors on a cette histoire du modèle standard que j'ai résumé sur ce tableau. Ce qu'on appelle finalement le modèle standard, c'est une théorie qui est suffisamment robuste pour servir de théorie de référence dans une certaine discipline. Au départ, cette terminologie n'était utilisée qu'en physique des particules, mais maintenant elle s'est étendue dans d'autres disciplines. Ça veut dire qu'en fait, ces théories sont très robustes, ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'elles ne soient plus jamais complètement invalidées. Elles pourront être dépassées, englobées dans des théories plus puissantes qui seront capables de les reproduire, mais elles sont là, et en fait c'est le cas par exemple, c'est que dès le XVIIe siècle, on avait un premier modèle standard, c'est la théorie de la gravitation universelle de Newton, qui n'a jamais été complètement invalidée. Elle fonctionne, elle est largement suffisante pour expliquer le robot Philae et la sonde Rosetta. Hein, c'est de la mécanique céleste qui est essentiellement newtonienne. Hein. Ensuite, vous avez au XIXe siècle, vous avez la théorie électromagnétique de la lumière de Maxwell, Faraday et Hertz. Et c'est un deuxième élément, une deuxième brique du modèle standard actuel, qui n'a pas été complètement invalidé, qui est dépassé par des versions la version quantique et relativiste qui a été développée après, mais le modèle la théorie de Maxwell est toujours valable. Alors ensuite, au XXe siècle, vous avez l'irruption de la mécanique quantique et de la relativité, et vous avez un premier déplacement du modèle standard avec la théorie d'Einstein de la gravitation, qui redonne la théorie newtonienne à l'approximation non relativiste, mais qui ne l'invalide pas, qui élargit simplement son domaine de validité. Ensuite, vous avez de 1930 à 1970, en gros, s'est développée la théorie quantique des champs, qui est la réconciliation de la relativité restreinte et de la physique quantique, donc qui a résolu les difficultés terrifiantes et qui est à la base du modèle standard de la physique des particules. Et cette théorie a abouti disons, dès les années 40, à l'établissement d'un dépassement du modèle standard de l'électromagnétisme avec l'électrodynamique quantique, quantum electrodynamics, qui est une théorie qui est la théorie de Maxwell, mais rendue compatible avec la relativité et les quanta, et qui marche avec un accord avec l'expérience formidable. C'est donc la QED. Vous avez une première tentative de description de l'interaction faible avec la théorie de Fermi, qui n'a pas été complètement invalidée, mais qui se retrouve être actuellement l'approximation de basse énergie de la théorie électrofaible, qui c'est finalement, alors cette théorie électrofaible, la QED, tout ça, a abouti au modèle standard actuel, qui s'est concrétisé en gros en 2012 avec la découverte du boson de Brout-Engler-Higgs. Et donc vous avez la théorie électrofaible de Glashow, Salamé, Weinberg, auquel il faut rajouter Brout, Engler et Higgs. Vous avez la QCD, la Quantum Chromodynamics, qui est la théorie de l'interaction forte au niveau des quarks. Et puis vous avez, entre-temps, vous aviez eu le modèle du Big Bang, qui était un modèle phénoménologique appliqué à l'univers dans son ensemble, et ce modèle a été dépassé et englobé dans une théorie plus puissante, qui est d'un modèle plus puissant, qui est ce qu'on appelle la cosmologie de la concordance, ou qu'on dénote aussi lambda CDM, pour lambda pour constante cosmologique, et CDM pour cold dark matter. Et ça, c'est tout récent, ça date du début du XXIe siècle, du tout début du XXIe siècle. Et voilà, donc on a le modèle standard actuel, c'est ça, cet apogée. Et alors après bien, il n'y a que des points d'interrogation. En particulier la grande unification, la supersymétrie, la gravitation quantique, qui serait donc l'unification, la réconciliation de la relativité générale et de la physique quantique.
Alors, mon hypothèse que je vais essayer de discuter devant vous, ça serait de dire que la cosmologie quantique, alors la cosmologie quantique, c'est la cosmologie dans laquelle on tient compte des effets quantiques, dans la matière, mais aussi dans la gravitation, dans l'espace-temps. Et alors, l'hypothèse que je voudrais tester, et vraiment ça c'est tout nouveau, hein, je la soumets dans des discussions, je suis preneur de toute critique possible. Donc, cette cosmologie quantique, mon idée, c'est qu'elle est en quelque sorte triplement quantique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je pense qu'il y a 3 quanta élémentaires. On en connaît un, bien sûr, c'est le quantum d'action. C'est la constante de Planck, qui est le quantum d'action. Mais je pense qu'il y a 2 autres quanta qu'il faut prendre en compte si on veut avoir des chances de comprendre la gravitation quantique et la cosmologie quantique, de manière plus générale. Il faudra tenir compte d'un quantum d'information, qui est la constante de Boltzmann que multiplie le logarithme de 2 et que j'appelle K indice B, B pour Boltzmann. Et on doit tenir compte d'un 3e quantum qui est l'aire de Planck. C'est la longueur de Planck que multiplie le temps de Planck. C'est h bar G. H bar, c'est la constante de Planck. G, c'est la constante de la gravitation de Newton, divisée par C à la puissance 4. Et voilà, mon idée, c'est donc avec ces 3 quanta, on devrait pouvoir établir une théorie qui serait à la base de la cosmologie quantique. Personne ne sait encore quelle serait cette théorie, mais c'est une discussion que je propose, c'est une hypothèse de travail, une conjecture interprétative que je vous soumets. Alors, d'autre part, le concept qui permettrait de traiter ceci, c'est l'idée de la complémentarité que Bohr avait placée au cœur de son interprétation de la physique quantique, et donc qui serait en quelque sorte généralisée comme l'est la relativité générale par rapport à la relativité restreinte. Et donc, si j'ai 3 quanta, j'ai 3 schémas théoriques à 2 quanta. Alors, il y aurait la théorie quantique de l'information, qui fait intervenir les 2 quanta h bar et kb. Il y aurait la dualité jauge-gravité, qui fait intervenir les 2 quanta h bar et l'aire de Planck. Et enfin, il y aurait ce qu'on appelle le principe holographique des Q-partitions, qui fait intervenir la constante de Boltzmann et l'aire de Planck. Alors, je vais essayer d'expliquer ça au cours de cet exposé. Et alors, on aurait une théorie à 3 quanta, ça serait la gravitation quantique, avec H, Kb et Ap. Alors, je commence par la partie la plus, qui finalement est souvent considérée comme la plus problématique, qui est d'interpréter la constante de Boltzmann comme un quantum. En effet, les interprétations usuelles de la constante de Boltzmann, ce n'est pas ça qu'elles disent. Elles nous disent par exemple que la constante de Boltzmann, c'est un simple facteur de conversion entre la température et l'énergie. Grâce à ce facteur de conversion, on peut exprimer les températures en énergie et on n'a pas à prendre des choses arbitraires comme la température de la glace fondante ou de l'eau bouillante ou des choses comme ça. Donc c'est une première interprétation. Une autre interprétation, grâce à l'interprétation statistique de l'entropie, c'est que là, et ça c'est une formule de Boltzmann, qui est due à Boltzmann, qui est écrite en épitaphe sur sa tombe, S égale K log de W. S c'est l'entropie, et W c'est le nombre de complexions. C'est-à-dire le nombre de façons différentes de disposer des constituants d'un système de façon à avoir la même énergie. Mais ce nombre de complexions, c'est un nombre entier. D'ailleurs, dans le papier de Planck
sur la théorie du rayonnement du corps noir, il compte ces complexions, parce qu'il suppose que l'énergie est répartie en grains, et cette énergie qui est répartie en grains, il compte le nombre de façons différentes de répartir ces grains d'énergie, et là c'est des entiers. Mais vous voyez que si c'est un nombre entier, comme le log de 1 c'est 0, le premier entier après 1 c'est 2, et vous avez k log de 2, eh bien il n'y a pas d'entropie entre 0 et le k log de 2. Ça a l'air de dire que k log de 2 c'est un quantum d'entropie. C'est peut-être trivial, mais enfin, il ne faut pas l'oublier. D'autant plus qu'on va retrouver des arguments qui nous disent que k log de 2 c'est bien un quantum d'information. Alors, autre chose qui est très importante, qui a été soulignée surtout par Einstein, c'est que K donne un ordre de grandeur des fluctuations que l'on a dans un système macroscopique. Par exemple, le mouvement brownien peut être expliqué en supposant qu'on a un grain, un quantum de fluctuation dont l'ordre de grandeur c'est K, K log de 2. Alors, il y a beaucoup de théoriciens, il y a tout un groupe qui est essentiellement, par exemple, Zeilinger à Vienne est un des grands théoriciens spécialistes de cette théorie de l'information. Et alors là, j'ai une citation de lui, il a fait ça dans un tribut qui avait été, enfin un hommage qui avait été rendu à Wheeler. Vous savez, Wheeler, c'est le père du it from bit, c'est-à-dire la matière vient de l'information. It from bit, alors il dit, voilà, vous voyez ce qu'il dit? On peut dire que l'information, c'est le noyau irréductible à partir duquel tout le reste découle. Et alors, ce qu'il dit, pourquoi la nature apparaît-elle quantifiée? C'est parce que l'information est quantifiée par nécessité. C'est le cas log de 2 que je vous disais tout à l'heure. Alors, d'autre part, le gros argument en faveur de l'interprétation de K comme un quantum d'information, il vient des discussions de théoriciens sur l'exorcisme du démon de Maxwell. Vous savez, le démon de Maxwell, c'est un démon qui est placé dans une enceinte à une température donnée, on l'équipe d'une torche, il va essayer de déterminer les vitesses des molécules pour classer les plus rapides à gauche par rapport à la droite, et soi-disant, sans dépense d'énergie, il arrivera à créer une différence de température, donc il arrivera à produire de l'énergie. Et alors, ce démon de Maxwell, il a été exorcisé d'abord par Brillouin, qui utilise un argument lié au lien avec la physique quantique, mais qui est un peu récusé par Landauer, parce qu'il dit que c'est un domaine un peu trop particulier, et qui lui propose une autre façon de l'exorciser, qui dit que l'acte qui est thermodynamiquement coûteux, qui fait que le démon de Maxwell ne peut pas battre le second principe de la thermodynamique, c'est que ça n'est pas dû à ce qui est à la mesure, mais c'est l'acte par lequel le démon acquiert de l'information. C'est plutôt par le fait qu'il doit reformer, il doit rétablir son appareil pour déterminer la mesure suivante, et pour le faire, il doit détruire de manière irréversible une partie de l'information. Et ça, c'est K log de 2. C'est-à-dire que pour avoir de l'information, et d'ailleurs finalement c'est assez compréhensible, en termes d'ordinateur, hein, si vous n'avez pas moyen de purger la mémoire, vous allez très rapidement être saturé, vous ne pourrez rien faire. Autrement dit, le K log de 2 apparaît bien là comme un quantum d'information. Donc ça va être mon hypothèse. Mais alors, ce qui va se passer, c'est que quel est le rapport entre l'action et l'information? L'action, c'est ce qui intervient dans la théorie quantique, et l'information, ce que je viens de... Et alors là, je suis amené à discuter un terme qu'on appelle la seconde quantification. Vous savez, la seconde quantification, c'est un terme qui a été utilisé au début du XXe siècle, quand on a commencé à introduire la théorie quantique des champs.
On a dit la première quantification, ça consiste à associer une fonction d'onde à une particule, et la deuxième quantification, ou seconde quantification, ça consisterait à supposer que cette fonction d'onde, on l'assimile à un champ classique, et ce champ classique, on va le quantifier. Et ça serait la seconde quantification. Mais ce qui se passe, c'est que cette dénomination est fortement critiquée. En particulier, elle est critiquée par un des grands maîtres de la théorie quantique des champs, qui est Steven Weinberg. En effet, Weinberg, dans un article qui s'appelle « Qu'est-ce que la théorie quantique des champs est et que pensions-nous qu'elle est ?» Et ce qu'il explique, c'est qu'il n'aime pas le mot de seconde quantification. D'ailleurs, il propose de ne jamais l'utiliser, ce terme, et de le bannir de la physique, parce qu'un champ quantique n'est pas une fonction d'onde quantifiée. Dans sa forme mature, et je pense que cette partie de la citation est très importante, dans sa forme mature, l'idée du champ quantique, de la théorie quantique des champs, c'est que les champs quantiques sont les ingrédients de base de l'univers. C'est la matière première de l'univers. Les particules sont secondes. Les particules ne sont que des paquets d'énergie de champs. Ce sont des quantas de champs. Et donc, c'est que les particules, finalement, dans la théorie quantique des champs, n'ont pas d'individualité. Les particules ne sont pas des points matériels. Les particules, par exemple, dans la désintégration bêta, d'un neutron qui se désintègre en un proton plus un électron et un neutrino, un antineutrino, l'électron et l'antineutrino ne préexistent pas dans le neutron qui se désintègre. Au début, on pensait que c'était le cas. Hein. On pensait il y avait dans les noyaux, il y avait des neutrinos, des électrons nucléaires qui compensaient la charge. Hein, sinon, et donc on pensait que ça préexistait. Et bien ça, maintenant, la théorie quantique des champs, qui est la théorie de l'interaction faible, y compris des désintégrations bêta, l'électron ne préexiste pas. Donc, vous voyez que le concept de particule perd son caractère absolu. Il nous faut donc, en quelque sorte, généraliser encore la relativité. Le concept de particule est relatif. On va voir à quoi il est relatif. Il est relatif à la résolution avec laquelle on observe la matière. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec cette théorie quantique des champs, on a une vue plus unifiée de la nature et qui dépasse la vue un peu dualiste qu'on avait avant en termes de champs et de particules. Et alors, Schrödinger, par contre, lui, pratiquement pendant toute sa vie, a défendu cette idée de la seconde quantification et dit que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans un livre qui a été édité à l'occasion des 60 ans de De Broglie, il y a une intervention de Schrödinger qui est extrêmement intéressante, dans laquelle il explique qu'on doit regarder l'observation d'un électron comme un événement. Vous voyez, ça c'est une notion qui est aussi très importante. La notion d'événement est liée à l'information. Un événement est porteur d'information. Et il est porteur d'informations si on est capable d'en mesurer la probabilité. Donc, l'observation d'un électron est un événement qui se produit dans ce qu'il appelle un train d'onde de Broglie. Quand un dispositif est interposé dans ce train, c'est un dispositif quantique, qui réagit de manière quantique, un dispositif qui, de par sa nature, peut répondre seulement par réponse discontinue. Émulsion photographique, écran luminescent, etc. Et alors, ce qu'il dit un peu plus loin, c'est qu'il y a des incohérences qui apparaissent, mais ils seront évitées par un retour à une théorie ondulatoire. Mais une théorie ondulatoire que n'annulerait pas continuellement des miracles analogues à un coup de dé. Non pas cela va de soi à la naïve théorie ondulatoire de jadis, mais à une plus subtile, basée sur la seconde quantification et la non-individualité des particules. Donc vous voyez, le point de vue de Schrödinger, ce qu'il appelle la seconde quantification, c'est de traiter le champ comme un être quantique.
pouvant être impliqués dans des événements de production ou de disparition de quanta d'énergie et impulsion. Alors, pour aller toujours dans le sens de cette relativisation du concept de particules, la théorie quantique des champs se fait toujours dans un espace-temps de Minkowski. C'est-à-dire que c'est un espace-temps où tous les mouvements sont inertiels, rectilignes, uniformes. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on a un référentiel accéléré? Et alors ce qui se passe, c'est que ce qu'on peut montrer, c'est qu'en théorie quantique des champs, un détecteur qui serait en mouvement inertiel, n'enregistre pas les mêmes quantas d'énergie qu'un détecteur uniformément accéléré. Ce dernier détecteur enregistre les quantas d'un bain thermique à une température T reliée à l'accélération A par la relation T égale h bar sur kbc A. Alors, ça, c'est très important parce que cette constante h bar divisée par kbc, ou kb, en fait, la plupart du temps, maintenant, je vais poser c égale à 1. Le rapport h bar sur kb, on l'appelle la constante de Unruh. Unruh est celui qui a découvert cet effet. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, le fait que un détecteur accéléré ne voit pas les mêmes particules qu'un détecteur non accéléré, ça nous dit que le concept de particules est relatif. Il est relatif à l'état de mouvement. Et pour résoudre cette difficulté, eh bien, on a la complémentarité. Et en effet, ce rapport H sur Kb, il exprime la complémentarité action-information. H bar, c'est une action, et Kb, c'est une information. Et en fait, là, j'ai une citation de Paul Taylor. Paul Taylor, après tout, entre parenthèses, c'est le fils de Edward Teller, le père de la bombe H américaine. Il dit d'ailleurs, lui, Paul Teller, il dit qu'il est le frère de la bombe H. An Interpretive Introduction to Quantum Field Theory. Voilà, ce qui se passe, c'est que, voilà, on trouve il y a des quantas d'un certain type, par exemple les quantas de Minkowski, c'est un opérateur en mouvement inertiel, et puis les quantas qu'il appelle de Rindler, c'est un mouvement uniformément accéléré. Eh bien, les quantas d'un certain type est un état dans lequel un type de quantum intervient, est un état dans lequel les autres n'interviennent pas. Ils sont simplement dans ce qu'il appelle un état de propension. La propension, c'est des amplitudes de probabilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment des probabilités. Eh bien, il se dit que ça, c'est parfaitement compatible avec la physique quantique. En tous les cas, c'est parfaitement compatible avec l'idée de la complémentarité. C'est la complémentarité entre particules, par exemple. Les quantas qui n'existent pas, ben, c'est qu'on a des ondes. Et donc, voilà, je vais un peu conclure cet aspect en montrant que dans l'interprétation moderne de la mécanique quantique, celle qui fait intervenir la décohérence, et qui est due en particulier à beaucoup d'auteurs, mais en particulier à Gell-Mann et Hartle, on a la chose suivante. La physique quantique nous fournit des probabilités pour des ensembles d'histoires alternatives. Une histoire, c'est une séquence d'événements discrets et qui sont coarse-grained, c'est-à-dire qui sont à basse résolution. Dans la traduction française du livre de Gell-Mann, Le quark et le jaguar, on a introduit un néologisme, l'agrandissement, pour dire qu'on réduit la précision. Donc la mécanique quantique nous fournit des probabilités. Pour avoir des probabilités non triviales pour ces histoires, on doit sacrifier de l'information. En prenant un certain agrandissement suffisant.
pour obtenir ce qu'on appelle la décohérence. La décohérence, ça permet de faire que des histoires, ça nous permet d'oublier les interférences qui pourraient rendre impossible une interprétation probabiliste. Parce qu'avec des interférences, vous auriez des probabilités négatives. Bon, ça n'est pas possible. Donc, il vous faut... La décohérence pourrait échouer si notre grain est trop fin. Donc, on voit qu'il y a une incompatibilité entre la statistique et la théorie des champs. Alors, il se trouve que cet agrandissement, qui est nécessaire pour avoir la décohérence et une prédictabilité classique approchée, est connecté avec l'agrandissement qui définit l'entropie familière de la thermodynamique. C'est relié, ça s'exprime dans la même unité, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Donc voilà en gros où on en est avec la thermodynamique. Donc, on est tenté de dire que la constante de Boltzmann, c'est un deuxième quantum. J'aurais même tendance à dire que si on regarde les papiers historiques de Planck et d'Einstein, le premier quantum, ce n'était pas H, c'était K. C'est vraiment ce qui s'est passé à la fois dans les papiers de Planck et ceux d'Einstein. Et que, d'une part, qu'il y a ces deux quantas, et que la complémentarité permet de passer de l'un à l'autre. Et que dans un cadre où on ne regarde pas les choses de trop près, l'approche statistique et l'approche lagrangienne avec des champs sont incompatibles. Mais si on se met à regarder les choses de très près, alors il faut changer la théorie des champs et passer à la théorie quantique des champs, et il faut changer la théorie de l'information. Il faut passer à une nouvelle théorie de l'information qu'on appelle la théorie quantique de l'information. Et dans cette sorte de théorie doublement quantique, vous avez l'équivalence de l'action et de l'information. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs dizaines d'années, les théoriciens se sont intéressés au seul cas où on pouvait avoir rencontré des effets liés à la quantification de la gravitation, c'est dans le cas des trous noirs. Donc un trou noir, c'est un objet qui a un champ gravitationnel tellement fort qu'il empêche la lumière de sortir. Il est caractérisé par la formation d'un horizon des événements, qui est une surface au-delà de laquelle la lumière ne peut pas s'en aller. Et alors, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait imaginer une mécanique des trous noirs, qu'on fait interagir deux trous noirs, ils vont en former un plus grand. Et cette mécanique, visiblement, ça fait penser à une thermodynamique. Parce que c'est un peu le fait que la taille des trous noirs croît, ça fait penser à une entropie qui croît. Et alors, vous avez l'entropie qui a été définie par Bekenstein pour les trous noirs. Et il le fait de la façon suivante. Il fait une analogie entre la mécanique des trous noirs et la thermodynamique. Alors, c'est Bekenstein et Hawking qui ont fait cela. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont évalué l'accroissement de l'aire de l'horizon d'un trou noir par l'ajout d'un bit d'information. Donc la plus petite quantité d'information. Alors comment peut-on considérer quelle est la plus petite quantité d'information que l'on peut avoir à propos d'un trou noir? Eh bien, c'est en faisant tomber dans ce trou noir un photon dont la longueur d'onde est le rayon du trou noir. C'est-à-dire, vous savez que le photon est tombé dans le trou noir, mais vous ne savez même pas où. Donc on ne peut pas avoir moins d'informations que ça. Donc vous pensez que cette expérience comporte un bit d'information. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? Le rayon de l'horizon, c'est le rayon de Schwarzschild, c'est 2mg divisé par C2. G, c'est la constante de la gravitation, et m, c'est la masse du trou noir. Donc vous voyez, le rayon est proportionnel à la masse. Un bit d'information, ça va être un photon dont la longueur d'onde lambda est égale à RS, qui est jeté dans le trou noir. Alors, vous allez, puisque vous lui rajoutez de l'énergie, eh bien la masse va augmenter, donc le rayon va augmenter. Donc
Le delta MC2, c'est égal à delta E, c'est HC sur RS, où RS est le rayon, puisque c'était la longueur d'onde, hein, RS. Donc vous avez un delta M qui est égal à H sur CRS. Mais alors, si le delta M est égal à ça, vous avez un delta R qui est égal à 2 delta mg sur C2. Et donc, vous avez un delta de l'air de l'horizon. Et vous pouvez calculer le delta de l'air de l'horizon. C'est 4hg sur C cube. C'est le carré de la longueur de Planck. C'est 4 fois le carré de la longueur de Planck. C'est 4 fois l'air de Planck. Donc, un quantum d'information, excusez-moi, est équivalent à un quantum d'air. Ça, c'est comme si vous dites que l'information, ou l'entropie, hein, l'entropie, c'est le négatif de l'information. Hein. Si l'entropie est quantifiée, l'air est quantifié. Donc, voilà mon troisième quantum. Et alors, ce troisième quantum, celui-là, il pose beaucoup moins de problèmes aux théoriciens que le quantum d'entropie. Le quantum d'entropie a posé énormément de difficultés. Je me suis trouvé, en fait, à contre-courant de la majorité de la communauté scientifique. J'ai écrit un livre sur les constantes universelles, dans lequel j'expliquais mon point de vue à propos de K, mais c'était rejeté par tout le monde. Et je pense que c'est dû au fait qu'on a toujours considéré que l'entropie mesure notre ignorance. Et donc, on ne veut pas trop en tenir compte, quoi. Et ça, je pense que ce n'est pas vrai. Donc, vous avez une aire l'air augmente de 4 fois l'air de Planck. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, si vous revenez au rayonnement, si vous revenez à cette histoire de l'accélération, hein, eh bien, vous avez un rayonnement d'accélération et l'évaporation des trous noirs avec la constante de Unruh. D'une part, d'abord, avec la constante de Bekenstein, vous pouvez attribuer une entropie au trou noir, c'est l'air de son horizon, et vous pouvez lui attribuer une température. Parce que la gravitation à l'horizon du trou noir, vous la reliez par la constante de Unruh à une température. Et donc, vous avez aussi une température. Voilà. Et ça, c'est cette température, c'est une formule de Hawking qui dit que le trou noir, quantiquement, s'évapore. Il s'évapore avec une température qui est, vous voyez, c'est U fois, vous voyez apparaître la constante de Unruh, H sur KBC, que j'ai définie tout à l'heure. Alors, pendant pas mal de temps, les théoriciens se sont focalisés sur les trous noirs, parce que les trous noirs, c'est quantique et ça a un horizon. Mais en cosmologie aussi, vous avez des horizons. Et donc, l'idée que l'entropie associée à un horizon, c'est l'air de l'horizon, va pouvoir se généraliser à la cosmologie. Et donc à la cosmologie quantique. Alors voilà ce qui se passe. C'est des travaux qui ont été faits par Tanu Padmanabhan. Je considère un univers avec un horizon. Alors, un horizon, c'est quoi? C'est que vous avez dans la métrique, dans le G00, et la relation avec le GRR, vous avez le G00, c'est 1 sur GRR, c'est moins une fonction f de r, et cette fonction a un 0. Et ça vous donne ce que pendant beaucoup de temps les gens appelaient une singularité. En fait, ce n'est pas une singularité, c'est un horizon. Kappa, je vais utiliser kappa, c'est la constante de la gravitation. Ah, non. C'est la constante de la gravitation. En fait, c'est l'accélération à l'horizon. Ça sera la température grâce à la formule, à la constante de Unruh. Et alors, c'est ce qui va se passer après. Vous avez une température qui est égale à 1 sur 2 pi h bar sur kc fois kappa. Kappa, c'était l'accélération, d'accord? Donc vous avez une température. Et si vous avez une température qui fait apparaître la constante de Unruh, vous pouvez essayer d'étudier ce qui se passe si vous faites varier
le rayon de l'horizon de manière infinitésimale et écrire l'équation d'Einstein dans ce cas-là. Et si vous faites ça, eh bien vous trouvez quelque chose qui est extraordinaire. Vous trouvez une formule qui est apparemment très compliquée, mais que vous pouvez interpréter comme une identité thermodynamique. Vous voyez, à l'aide de ces constantes, avec la constante de Bekenstein que vous voyez apparaître ici, et de la constante de Unruh que vous voyez apparaître ici, et aussi de la constante de la gravitation G, que vous voyez apparaître ici. Alors, la constante de la gravitation, on la voit partout. Hein. Eh bien, vous pouvez réinterpréter l'équation d'Einstein comme une identité thermodynamique. T ds moins dE égale P dV. C'est-à-dire que vraiment, c'est une grosse surprise. C'est-à-dire qu'il semble se produire avec la gravitation ce qui s'est produit au début du XXe siècle avec l'électromagnétisme. C'est la conciliation de la thermodynamique et de l'électromagnétisme qui aboutit à la découverte des quanta. Et là, on aurait une sorte de conciliation entre la gravitation et la thermodynamique qui pourrait aboutir à la théorie de la quantique de la gravitation. Alors c'est assez extraordinaire parce que cette formule, elle est complètement classique, elle le fait intervenir. Ni H, ni K. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que H est au numérateur ici, mais il est aussi au dénominateur. K est au numérateur, et puis il est quelque part. Et là, il est au dénominateur. Donc H et K n'apparaissent pas. Il n'y a que G qui apparaît. Et G, c'est même pas simplement non quantique, mais c'est non relativiste. C'est la constante de Newton. Vous avez ça dès la gravitation de Newton, ça marche. Vous voyez, c'est une circonstance alors qui a peut-être un peu masqué toutes les possibilités que l'on a en utilisant ces quantas. Quand vous avez 3 quantas, vous pouvez avoir des tas de façons de les faire disparaître. En prenant le produit de 3 rapports, vous en faites disparaître 2, il n'en reste plus qu'un. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez bizarre, et ça a été fortement exploité par Tanu Padmanabhan, qui a alors il a plusieurs fois publié cette équation, y compris dans son manuel sur la gravitation. Il en fait vraiment une formule de base, quoi. Alors, voilà ce que j'ai fait ici. Alors, je vais revenir à mon propos d'essayer de parler de la quantification de la gravitation comme une troisième quantification. Alors là, cette figure, je l'ai extraite du livre qu'on avait fait avec Michel Spiro en 86. Et on avait cette idée de 3 quantifications. Je dois dire qu'en fait, cette idée de 3 quantifications, personnellement, je l'avais vue plus tôt. Elle venait de Lovelace, qui est un théoricien qui était au CERN, pendant que j'y étais moi comme fellow, comme boursier. Lovelace s'était beaucoup excité avec la formule de Veneziano et la théorie de cordes. Et c'est lui d'ailleurs le premier. Il est mort maintenant, il est mort récemment, hein, Lovelace. Il avait montré qu'une théorie de cordes qui pourrait rendre compte de la formule de Veneziano n'est cohérente qu'à 26 dimensions. Donc on dit que c'est celui qui a inventé les 26 dimensions. Moi, je dois dire que je ne croyais pas du tout, donc il me paraissait un peu farfelu. Mais là, il utilisait le terme de troisième quantification, parce qu'il disait que les théories de cordes font intervenir des vertex de cordes et puis une corde qui émet une particule ordinaire. Donc ça, c'est ce qu'il appellerait la seconde quantification. Il faudrait une théorie dans laquelle on aurait un vertex de 3 cordes, pas 2 cordes et une particule ordinaire. Et ça, il appellerait ça la troisième quantification. Donc, bon, moi j'étais beaucoup inspiré par ça, je m'étais inspiré par ça, et donc on avait émis cette idée de la troisième quantification, mais vous voyez ici, vous ne voyez pas K. Parce que, donc, la seconde quantification, pour moi, c'était 1 sur C. La constante, c'était 1 sur C, mais 1 sur C, ça n'est pas un quantum. Et donc, bon, cette idée, je l'ai gardée comme ça, derrière, et puis
Elle m'est revenue, là, 40 ans, plus de 30 ans après. Et donc, maintenant, voilà, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous parler de ces trois quantifications. Alors, pour ça, il y a un débat qui a eu lieu à propos des constantes universelles, et où il y avait Veneziano, Duff et Okun. Et Okun, qui est un Russe, s'était appuyé sur un travail qui avait été fait par Gamov, Ivanenko et Landau en 1928, dans lequel ils définissaient ce qu'ils appelaient le cube des théories. Alors, on prend trois axes de coordonnées, l'axe 1 sur C, l'axe 1 sur C, l'axe H et l'axe G. Alors, lorsque ces 1 sur C, H et C sont nuls à l'origine, eh bien, vous avez la mécanique newtonienne. Et puis, si vous prenez C égale à 1, eh bien, et les H et G égaux à 0, eh bien, vous avez la relativité restreinte. Si vous prenez H égale à 1, et puis 1 sur C et G égale à 0, vous avez la mécanique quantique. Et puis, ici, si vous prenez G égale à 1 sur C et H égaux à 0, eh bien, vous avez la gravité newtonienne. Et alors, par contre, si vous prenez C égale à 1 et G égale à 1, eh bien, vous avez la relativité générale. Si vous prenez H égale à 1 et C égale à 1, vous avez la théorie quantique des champs. Là, vous allez avoir une sorte de gravitation quantique, gravitation newtonienne, qui n'est pas tellement parlant du point de vue interprétatif. Et puis l'autre sommet du cube, eh bien, c'est lorsque tout vaut 1, eh bien ça serait la théorie de tout, c'est la théorie de la gravitation quantique. Bon. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça par un autre cube, avec mes trois quantas. Alors, pour faire ça, je reviens à l'apogée de la physique classique. Alors, l'apogée de la physique classique, on a un trépied théorique. On a la théorie électromagnétique de la lumière, de Faraday, Maxwell et Hertz. Vous avez la théorie de la gravitation universelle, avec G, de Galilée et Newton. Et vous avez la mécanique analytique, qui est la généralisation de la mécanique rationnelle à tous les processus qui relèvent de la mécanique. Vous avez la théorie cinétique de la matière, la thermodynamique statistique, avec la constante K. Et donc vous avez un trépied. Ce trépied réalise trois synthèses vraiment fondamentales. La synthèse des phénomènes électriques, magnétiques et optiques, la synthèse de la mécanique céleste et de la mécanique terrestre, et la synthèse de la mécanique avec l'hypothèse atomique. C'est énorme. Et alors, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait des petits problèmes aux interfaces. En effet, vous avez ici, à l'interface entre la théorie électromagnétique de la lumière et la mécanique, eh bien, vous avez l'effet photoélectrique, le rayonnement du corps noir, ce qui a été résolu par Einstein et Planck. Ensuite, vous avez ici la précession du périhélie de Mercure. La théorie de la gravitation marchait remarquablement bien, manque de chance. Le périhélie de Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, eh bien, ça ne marchait pas. Ça s'était un peu décalé de 23 secondes d'arc par siècle, c'est pas beaucoup, mais enfin on était capable de mesurer ça et de le trouver. Et puis d'autre part, vous avez le problème de l'éther, qui était un peu à l'interface de la théorie électromagnétique et puis de la théorie de la gravitation, parce qu'on devait supposer un éther, un milieu mécanique capable de porter les ondes électromagnétiques, qui devait remplir tout l'univers. Et la Terre, en se baladant dedans, devait subir un vent d'éther. Et ça n'a pas marché. Bon. Alors, j'en arrive maintenant donc au nouveau cube que je propose. Alors là, je vais mettre les trois quantas. Je vais supposer C égale à 1. D'accord ? Je suppose C égale à 1 parce que je suis dans un domaine où j'ai la relativité. Je vais supposer aussi que la relativité générale est au centre, est à l'origine du cube. Vous voyez, la relativité générale, c'est la théorie géométrique de la gravitation. Vous avez C égale à 1, G égale à 1.
Et elle n'est pas quantique, parce que KB est évidemment nul, AP tend vers 0, H bar tend vers 0, mais le rapport AP sur H bar ne tend pas vers 0, est égal à G. Donc c'est la gravitation qui est la gravitation relativiste que je vais essayer de rendre quantique. Alors pour le faire, bien, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans les autres sommets du cube. Alors vous avez la thermodynamique statistique qui est ici lorsque KB vaut 1, alors que H et AP valent 0. Vous avez la théorie quantique des champs, H vaut 1, je vous rappelle que C est égal à 1. Hein. H vaut 1, et puis KB et AP valent 0. Et puis vous avez ensuite la théorie conforme des champs. Alors, la théorie conforme des champs, c'est une théorie dans laquelle le quantum d'action, c'est l'aire du feuillet d'univers balayé par une corde. Et cette aire, elle a la dimension du produit de la longueur de Planck par le temps de Planck. C'est la même chose que le carré de la longueur de Planck, puisque C vaut 1. D'accord ? D'ailleurs, ces théories conformes de cordes, on espère que c'est ça qui va nous donner une piste vers la gravitation quantique. Donc, vous avez trois théories à un quanta. Puisque j'ai trois quantas, j'ai trois théories à un quanta. Et puis, vous avez les schémas à deux quantas. Alors, vous avez... Ah oui, il ne faut pas appuyer longtemps sur ce... Voilà. Vous avez des théories à deux quantas. Alors, je vais commencer à les mettre l'une après l'autre. Voilà. Vous avez une première théorie à deux quantas qui est la théorie quantique de l'information. H, E et KB valant 1 tous les deux. Ensuite, vous avez l'holographie, qui est la théorie où vous avez l'air et le quantum d'information. Hein, c'est ce qu'on avait trouvé dans l'entropie des trous noirs. Et puis vous avez enfin la dualité jauge-gravité, où vous avez H et AP. Alors, je vais revenir pour expliquer ce que j'entends par une gravitation émergente et une gravitation induite. C'est un petit peu plus loin. Et puis alors, vous avez, là aussi, hein, vous allez avoir la gravitation quantique avec les trois quantas. Alors, ça ne sera pas la théorie de tout, mais ce sera la théorie qui nous permettra d'appréhender, quand on saura la faire, d'appréhender la cosmologie quantique. Alors, je vais essayer d'expliquer très rapidement ce que j'entends par ces trois schémas à deux quantas. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est cette dualité jauge-gravité ? Vous voyez, comme toutes les interactions non gravitationnelles sont décrites dans le cadre du modèle standard par des théories de jauge, la dualité jauge-gravité réalise en quelque sorte une extension quantique du principe d'équivalence. Vous voyez, qu'est-ce que nous dit le principe d'équivalence ? Il nous dit qu'en l'absence de force non gravitationnelle, un corps d'essai est en chute libre. Donc il n'est pas soumis à la gravitation. Donc en l'absence d'interaction non gravitationnelle, il n'y a pas de gravitation. Il faut bien voir, hein, il n'y a pas de gravitation. Ça veut dire que la gravitation est induite par les interactions non gravitationnelles de la matière. D'accord ? Eh bien, la dualité jauge-gravité prolonge ce principe d'équivalence au domaine quantique. Parce que maintenant, vous voyez, dans la relativité générale, H et AP étaient nuls, c'est le rapport qui était non nul. Mais maintenant, si vous avez ce rapport avec H différent de 0 et AP différent de 0, eh bien, la constante G prend un caractère fondamental. Ça n'est pas un quantum, mais c'est un rapport de deux quantas. D'accord ? Et ça amène les auteurs qui sont les tenants, ce sont en général les théories de cordes, hein, qui sont très intéressés par la dualité jauge-gravité, cachés sous toute théorie de jauge non labellienne, même dans l'interaction faible et dans l'interaction forte, il y a une théorie de la
gravitation quantique. Ça, c'est quelque chose, c'est une idée extrêmement importante avec la perspective qui a animé les théoriciens des cordes. Ils pensaient avoir la théorie de tout avec une théorie de cordes qui unifierait interaction de jauge et gravité. Alors, en termes un peu plus précis, cette dualité jauge-gravité, alors là j'ai la référence, hein, donc là aussi, hein, vous pourrez avoir le fichier hein, de la conférence et puis aller retrouver toutes ces références. Elles ne sont pas faciles à lire, hein, Polchinski et Horowitz, mais enfin bon, on peut au moins essayer de regarder ça. Et puis alors, la dualité jauge-gravité, elle se fait dans un cadre qu'on appelle la correspondance antideucitaire théorie conforme, avec un gros papier de Maldacena qui est cité ici. Alors, deuxième schéma à deux quanta, la théorie quantique de l'information, avec H-bar et KB. Alors, voilà une chose qui est extrêmement importante. Vous savez, vous avez tous entendu parler de l'intrication quantique. L'intrication quantique induit une entropie, même dans un état pur, d'une paire de degrés de liberté intriqués qui se trouvent de part et d'autre d'un horizon. Alors, pourquoi ça introduit une entropie? Parce que si on intègre, on élimine par intégration un des deux degrés de liberté, eh bien, il reste une entropie sur l'autre. Mais ce qui est très très important de voir, c'est que, alors qu'en thermodynamique statistique, l'entropie mesure notre degré d'ignorance, en théorie quantique de l'information, l'entropie mesure par l'intermédiaire des corrélations l'intrication de degrés de liberté situés de part et d'autre d'un horizon. Autrement dit, l'entropie d'intrication n'est pas l'aveu d'ignorance. Et ça, c'est, je crois, extrêmement important. Et d'ailleurs, alors là, j'ai une référence aussi d'un article qui est beaucoup plus agréable et facile à lire, donc de Chirco, Haggard, Riello et Rovelli, qui parle de thermodynamique de l'espace-temps sans degré de liberté caché, c'est-à-dire sans ignorance. Et alors, le troisième schéma à deux quanta, c'est le principe holographique d'équipartition. Alors là, je me contente de donner quelques références. Vous avez Padmanabhan, que j'ai déjà cité, qui montre qu'avec ce principe holographique, vous pouvez rendre compte de l'émergence de l'espace-temps et de l'expansion de l'espace cosmique comme due à la quête de l'holographie. Alors je vais expliquer ça dans la diapo suivante. Et puis il a fait d'autres articles dans lesquels il prétend avoir un principe qui permet de déterminer la valeur de la constante cosmologique. Donc il résout le problème de la constante cosmologique. Et là même avec un article qu'il a fait avec sa fille, Tanu Padmanabhan, avec sa fille qui s'appelle Hamza, il prétend avoir la solution du problème de la constante cosmologique. Alors, je ne sais pas quelle est la réaction de la communauté scientifique, mais vous voyez, ça fait partie d'un débat qui est déjà sorti. Alors, ce que je voulais dire, voilà, pour vous, je vous montre ce schéma qui est, je trouve, extrêmement intéressant parce qu'il résume la cosmologie actuelle. Alors, l'idée, c'est, vous savez, en général, on vous fait des dessins semi-figuratifs, on voit des petites particules, des petites galaxies, etc. C'est absolument impossible à utiliser, on ne peut pas comprendre quoi que ce soit. Mais là, si vous faites la chose suivante, vous allez porter le rayon de l'horizon de Hubble, RH, qui est égal à C
A de t divisé par A point de t, où A est le facteur d'échelle de l'univers en fonction de A. Et là, c'est très simple. Vous avez cette grosse ligne rouge. Vous avez 3 phases. Une phase d'un univers statique, c'est-à-dire que le rayon est indépendant de A. Une deuxième phase statique, alors ça c'est ce qu'on appelle l'inflation primordiale. Et ça c'est l'inflation asymptotique future, qui est complètement pilotée par la constante cosmologique. Et là vous avez le principe, dans ces univers statiques, vous avez le principe holographique, c'est-à-dire que le nombre de degrés de liberté dans le volume est égal au nombre de degrés de liberté à la limite, à la surface. Et puis vous avez l'évolution cosmique qui est par le modèle standard habituel de la cosmologie, dans lequel vous n'avez pas cette égalité, mais vous avez la quête de cette unité, de cette égalité, de cette équipartition. Donc vous avez une équation différentielle. Et dans cette équation différentielle, si vous essayez de la résoudre, vous avez une constante d'intégration. Et cette constante d'intégration, c'est la constante cosmologique. Donc vous arrivez à résoudre le problème de la constante cosmologique parce que vous faites de la constante cosmologique, non pas une constante fondamentale dans le lagrangien du modèle, mais comme une constante d'intégration. Et alors là, vous avez toute la cosmologie avec les différentes transitions. J'aime beaucoup ce schéma parce qu'il est beaucoup plus parlant que les diagrammes les schémas semi-figuratifs qu'on vous montre d'habitude. Alors voilà, j'en arrive donc à la complémentarité généralisée et la levée du paradoxe des trous noirs, de l'information pour les trous noirs. Alors ouais, ce qui se passe, c'est que ce paradoxe pour l'information des trous noirs, ça a été un problème qui a amené un débat, ils en sont presque venus aux mains, entre Hawking et Susskind. Hawking disait, il a fait l'idée de l'évaporation des trous noirs, mais l'évaporation c'est avec un bain thermique. Donc si vous étudiez la formation et la désintégration d'un trou noir, vous allez avoir l'impression que de l'information va se perdre, parce que dans le bain thermique, vous perdez de l'information. Eh bien, Susskind a démenti ça, et dit qu'il a gagné son pari. Il a écrit 2 livres et une dizaine d'articles là-dessus. Il dit qu'il a gagné son pari en résolvant le problème en levant le paradoxe de l'information. Ça veut dire que la théorie quantique, quand elle va s'appliquer à la physique quantique avec les 3 quanta, eh bien, elle conserve l'information, c'est-à-dire qu'elle est unitaire. Ça veut dire qu'elle est complète. Alors donc c'est quand même un enjeu théorique extrêmement important. Alors il le fait. Alors là, je vous donne simplement les références, parce que il y a Toft qui a fait ça. Vous avez Susskind avec 2 autres collaborateurs, et puis vous avez... Alors ce livre-là, le Black Oak Grove, c'est un livre beaucoup plus accessible, mais il est gros. C'est un gros livre, mais qui est très, très intéressant, qui est écrit, qui est bien écrit. Malheureusement, il y a un peu trop d'anecdotes, comme aiment les faire les Américains, mais enfin, à part ça, c'est pas mal du tout. Alors voilà, je vais revenir à mon trépied et vous montrer, je conclus là, je vous montre le nouveau trépied. Le nouveau trépied, eh bien, vous avez le modèle standard des interactions non gravitationnelles, c'est ce qu'on appelle des théories effectives des champs. Vous avez le modèle standard de la cosmologie qui est basé sur la relativité générale. Et puis vous avez ce que j'appelle la consolidation quasi classique des modèles standards au sein de ce qu'on appelle un grand récit de l'univers, et qui est basé sur la thermodynamique statistique. Alors, mais cela étant, vous avez aussi des interfaces, vous avez des problèmes. Et c'est les problèmes de la quantification de la cosmologie. Vous avez par exemple à l'interface entre les 2 modèles standards, bien vous avez des problèmes où il n'y a que des points d'interrogation, la grande unification, comment comprendre le déséquilibre matière-antimatière, qu'est-ce que la matière sombre, qu'est-ce que l'inflation, d'où vient la masse des neutrinos, tout ça c'est des problèmes qui sont encore ouverts, mais qui sont des problèmes bien posés, et sur lesquels on peut commencer à envisager des programmes de recherche. Envisager de faire un gros accélérateur de 80 km de circonférence, ou d'utiliser, comme les gens le font ici, des lasers et des plasmas pour faire le TeV au centimètre, etc. Bon. Alors, vous avez un autre type de problème. À l'interface entre
le modèle standard entre la théorie des champs et la statistique, eh bien, vous avez l'émergence des états de la matière, vous avez les problèmes de la décohérence, vous avez les problèmes de l'intrication, hein, vous avez la perspective de réaliser un ordinateur quantique, et puis ici, vous avez l'émergence de la gravitation, c'est ce principe d'équipartition que j'ai brièvement discuté. Et alors, en effet, et pour chacun de ces objets-là, vous avez puis alors, vous avez le trou noir et le paradoxe de l'information qui fait intervenir les trois quanta. Et puis, vous avez donc les théories qui pourraient permettre de progresser. La dualité chose-gravité, comme je l'ai dit, la théorie quantique de l'information, le principe holographique d'équipartition, et puis la gravitation quantique. Alors, je vais terminer ici en vous montrant des schémas que m'a inspiré mon collègue du LARCIM, Alexei Greenbaum, qui est un jeune physicien, philosophe russe, qui a fait ses études ici à l'École Polytechnique, et qui a fait sa thèse sur la signification de la théorie de l'information en physique quantique. Et alors, voilà ce qu'il a fait. Il a introduit un schéma. Alors là, ça c'est la référence de sa thèse, qu'on peut trouver en anglais. Hein. Alors voilà, il introduit ce qu'il appelle la boucle d'existence qui relie matière et information. Et alors, on met un sens de rotation dans cette boucle. Alors, voilà ce qu'il dit. D'ici, on prend cette boucle telle qu'elle et on se pose la question de la matière ou de l'information, laquelle est de la vraie la théorie et l'autre est une métathéorie. Si vous avez cette boucle et puis que vous ne mettez pas une coupure dans cette boucle, bien vous avez un défaut de logique parce que vous confondez théorie et métathéorie. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il faut mettre une coupure. Alors, on peut la mettre de deux façons différentes. Vous pouvez la mettre ici, la coupure. Alors, vous voyez, si vous coupez ici, l'information peut se déduire de la matière. D'accord? L'information est matérielle. Par contre, si vous la mettez là, la coupure, eh bien, c'est la matière qui se déduit de l'information. Donc, la matière est informationnelle. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Hein. Sa thèse, c'était de montrer que la physique quantique, on peut la formuler complètement à partir d'une théorie de l'information. Et vous voyez, le fait que vous avez ces deux possibilités, ben, c'est que vous avez une complémentarité. Vous avez une complémentarité action-information. Alors, je me suis amusé, alors là, je vais terminer sur ça, je me suis amusé à généraliser ce schéma avec trois quantas. Alors voilà, j'ai la matière. Là, maintenant, j'introduis, en plus de la matière et de l'information, j'introduis l'espace-temps. Et donc, ça m'amène à généraliser la complémentarité à trois pôles. Alors, on va voir comment ça se passe quand on met la coupure. On peut la mettre de plusieurs façons. On peut la mettre ici. Alors ça donne que l'espace-temps, vous voyez, l'espace-temps est matériel par l'intermédiaire de l'information. L'espace-temps matériel par l'intermédiaire de l'information, c'est quoi? C'est le vide quantique. Dans une théorie de jauge, l'espace-temps peut être considéré comme le vide quantique. Et il est matériel parce que par l'intermédiaire de l'information, c'est un milieu complexe avec des fluctuations. Alors, on va faire une deuxième coupure. Si on met la coupure ici, vous avez que la matière est informationnelle par l'intermédiaire de l'espace-temps. Et enfin, si vous la mettez là, l'information est spatio-temporelle par l'intermédiaire de la matière. Bon, alors, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Donc, je vous soumets ça et je vais en rester là, en espérant que vous n'avez pas été trop barbé par ce que je raconte. Merci.